Pour faire des séances d'hypnose dans un cadre professionnel, eh bien, on n'a pas forcément toute la journée. On a un temps limité. Par exemple, dans l'hypnose médicale, faite par des soignants, en général, les séances vont durer entre un quart d'heure et une demi-heure, parfois plus s'il y a le temps, mais c'est assez rare. Et puis, dans l'hypnose hors du cadre médical, alors là, souvent, les gens ont un peu plus de temps. Ça peut être trois quarts d'heure, une heure, parfois une heure et demie. Et à part quelques rares exceptions, on est à peu près dans ce timing-là. Or, dans une séance d'hypnose, il faudra laisser une place importante à ce qui lui donne son nom, c'est-à-dire l'hypnose. Et l'hypnose, ça peut prendre du temps, hein, en fonction des personnes. Et pour s'adapter, ça peut prendre un certain temps. Donc, il ne faut pas en perdre dans des à côté. Il ne faut pas en perdre, par exemple, à se laisser déborder par des bavardages qui ne seraient pas utiles à la séance eux-mêmes, sous prétexte d'anamnèse ou de récolte d'informations. Non, il faut savoir cadrer ça. Mais la première chose à faire, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut enlever surtout. En effet, entre le moment où j'accueille la personne, je l'installe et puis je lui demande pourquoi elle est venue, et le moment où je vais commencer à induire formellement l'hypnose, il peut s'écouler un laps de temps assez important, parfois 10 minutes, un quart d'heure, chez certains praticiens une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Parfois, la séance est principalement constituée de cet échange avant qu'il se déroule véritablement une hypnose. Et plus cette discussion est longue, plus on risque de tomber dans certains travers qui consistent finalement à faire autre chose qu'une séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vu de loin, cette séance, il n'y a pas beaucoup d'hypnose, et puis finalement, on a parlé beaucoup, on a peut-être mobilisé des techniques qui relèvent d'autres pratiques thérapeutiques ou d'autres pratiques d'accompagnement. On a parfois même joué au psy, qu'on soit habilité ou non, de toute façon, durant une séance d'hypnose, c'est jamais quelque chose qui soit vraiment intéressant à faire. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a un terrain assez risqué de glissement pour un praticien vers la pratique plus ou moins légitime de autre chose que le métier pour lequel il a été formé. Donc il nous faut cadrer tout ça, et donc cadrer tout ça autour d'une idée qui est qu'on parle de séance d'hypnose, donc on parle de l'entretien avant l'hypnose. Si vous êtes un praticien pluridisciplinaire et que l'hypnose n'est qu'une des étapes de la démarche que vous proposez à la personne, peut-être que vous avez fait une séance d'autre chose avant, que vous allez faire une séance d'autre chose après, mais ce qui nous intéresse là, c'est la séance d'hypnose. Dans la séance d'hypnose, avant le moment d'induire formellement l'hypnose, si on veut s'autoriser un espace d'échange, quoi mettre dedans pour que ça soit optimal, et aussi quoi ne pas mettre dedans. Première chose, on peut supprimer tout ce qui est cours d'hypnose, hein. Souvent, quand on vient d'apprendre l'hypnose, on est très enthousiaste, on a envie d'expliquer aux gens plein de choses. En fait, ils viennent pour recevoir de l'hypnose, ils viennent surtout pour être aidés. Souvent, ils ont essayé des tas de choses avant, ça prouve que c'est pas l'hypnose qui les passionne en soi. Parfois oui, parfois ça les intéresse, et parfois on aura l'occasion d'en parler par ailleurs, peut-être à la fin de la séance si on a du temps avec les gens. Mais dans la séance, on va pas leur expliquer l'hypnose. On va pas non plus essayer de justifier l'hypnose. Si, je vous jure, c'est quelque chose de sérieux, en sortant des stats, des historiques, des noms d'auteurs. Les gens s'en fichent et ça n'a pas un grand intérêt, hein. Sauf si c'est suggestif, sauf si l'explication que vous donnez de l'hypnose a pour but justement de designer par avance l'état dans lequel la personne va rentrer. Là, c'est différent. Si vous voulez faire un petit laïus sur l'hypnose parce que pour vous, c'est déjà une méthode d'induction par la description, alors d'accord, mais écrivez-le. Franchement, écrivez-le, écrivez votre petit laïus. Voyez justement si vous arrivez à maîtriser bien les suggestions, si vous arrivez à le condenser, afin que ça prenne pas trop de temps. En tout cas, ne faites pas, il n'y a aucune nécessité de faire un pré-talk qui soit explicatif sur l'hypnose, et pas non plus quelque chose qui cherche à convaincre les gens par des arguments scientifiques ou autres que l'hypnose, si, je vous jure, ça existe. Les gens, ils ont pris rendez-vous, et puis donc a priori, c'est qu'ils ont l'air à peu près convaincus. En tout cas, ils lui donnent sa chance à l'hypnose. Et d'autant qu'en plus, vous avez des personnes qui ne croient pas à l'hypnose et qui sont d'excellents sujets à l'hypnose, des personnes qui sont convaincues par l'hypnose et qui pourtant ont du mal à rentrer dans l'hypnose. Donc le fait de convaincre une personne que l'hypnose existe, et en particulier par des arguments rationnels, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc ça, on peut supprimer. Entre parenthèses, à chaque fois que quelqu'un vous dit « mais qu'est-ce que c'est l'hypnose ?» Si vous en avez l'occasion, si le contexte s'y prête, proposez-lui plutôt de l'expérimenter. Dites-lui « est-ce que tu veux que je te montre ?» plutôt que de lui expliquer avec des mots, etc. En séance, c'est pareil. On va gagner du temps pour aller vers le fait d'expérimenter l'hypnose, plutôt que de faire un cours magistral pendant 10 minutes qui ne sert absolument à rien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été formés au fait que dans l'entretien, ils peuvent déjà commencer à avancer sur l'objectif thérapeutique de la personne en lui faisant des recadrages. Par exemple, si je dis « oh, mais je ne suis pas je pense que je ne vais jamais y arriver ». Ah, vous pensez que vous n'allez pas y arriver tout de suite ?
Bon, franchement, sincèrement, à mon avis, vous pouvez économiser du temps et de l'énergie là-dessus en supprimant ça. Parce que c'est une façon déjà de ne pas écouter la personne, de ne pas laisser à la personne un temps où sa parole est respectée, où ses limitations sont respectées. Et ça peut être même assez désagréable si c'est trop visible, si c'est trop... Voilà. Et puis, en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ensuite l'hypnose. Et donc, l'hypnose va avoir des effets thérapeutiques ou des effets de recadrage qui seront bien plus précieux que ce genre de petits jeux de mots comme ça, qui sont pas vraiment intéressants. Donc, vous pouvez supprimer tout ce genre de petites subtilités ou les garder si vous les adorez et que vous êtes super à l'aise avec. Mais en tout cas, si vous voulez alléger vos anamnèses, tout ce qui est rebondir sur la violation du métamodèle, comme certains disent en PNL, ou tout ce qui est d'arriver à poser la question qui fait mouche au bon endroit, etc. Non, on va récolter de l'information et on va essayer d'être assez dense pour un travail qui va se faire ensuite grâce à un autre outil qu'on a. Donc ça, cette espèce de travail de pré-thérapie, parfois même provocatrice comme ça par des recadrages qui peuvent même être assez taquins, c'est pas forcément productif et ça peut être même une source de pression pour le praticien. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, en tout cas, vous pouvez alléger vos anamnèses et vous pouvez supprimer ça. Également, vous pouvez supprimer tout ce qui est de l'ordre du conseil. Même vous avez une idée, par exemple, un conseil en nutrition. Si vous n'êtes pas nutritionniste, ben, vous n'avez pas à donner de conseil en nutrition. Et si vous êtes nutritionniste, en ce cas-là, il faut prévoir une consultation en tant que telle. Mais là, dans le cadre d'une séance d'hypnose, vous ne donnez pas de conseil. Ou alors, si la personne a un problème de couple et puis que vous avez un problème de couple équivalent, ou que vous avez connu ce problème de couple, vous ne donnez pas de conseil de couple. On ne donne pas de conseil. On n'est pas conseiller conjugal à ce moment-là. On ne donne pas de conseil sur l'éducation des enfants. On ne donne pas de conseil sur la façon de s'alimenter, sur la façon de gérer ses journées, etc. C'est pas ça. Les bonnes idées ne doivent pas venir du praticien, elles doivent venir de l'intérieur, de résolutions qu'on a prises nous-mêmes, et notamment justement l'hypnose nous sert à ça. L'hypnose sert à ouvrir une porte à travers laquelle on va pouvoir avoir des bonnes idées, des bonnes résolutions qui correspondent à nos besoins. Donc ça sert à rien que quelqu'un vienne nous donner des conseils. En général, des conseils, on en a reçu des milliers depuis des années, voire des décennies, et ça n'a pas suffi. C'est pas ça qui nous a aidés. Ça peut même être assez agaçant. Donc, tout ce qui est de l'ordre du conseil qui vous passe par l'esprit, qu'il vous semble aviser, qu'il semble faire de vous un fin psychologue, ou que ce soit un conseil d'amis, de toute façon, vous les mettez dans une boîte et vous les laissez au vestiaire parce qu'on n'en a pas besoin dans une séance d'hypnose. Idem avec tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation. Si quelqu'un vous dit, par exemple, cette nuit, j'ai rêvé d'une araignée, vous dites, une araignée, mais en fait, ça signifie ci et ça, et ci et ça. Votre interprétation, on s'en fiche. Même si vous l'avez apprise dans un livre très sérieux, même si vous l'avez apprise dans un séminaire sur les bancs d'une fac, et que c'était avec un prof très très sérieux qui avait des petites lunettes en demi-lune et une grande barbe blanche, on s'en fiche, ça ne donne pas de poids à votre interprétation. Ce n'est pas le lieu, dans l'entretien pré-hypnotique, de venir commencer à expliquer à la personne ce que signifie ce qu'elle a vécu, ce que signifie son symptôme. Encore moins des interprétations complètement tirées par les cheveux, complètement farfelues et sans aucun fondement du type j'ai mal au genou. Ah bon, ça, si vous avez mal au genou, ça signifie que vous avez mal entre le je et le nous, donc dans le relationnel entre le moi et l'altérité. Non, ça, vous me supprimez ça, en tout cas si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais à mon avis, ça, on peut largement s'en passer, être beaucoup plus neutre, beaucoup plus à l'écoute et se garder de ça. Votre cerveau, lui, risque de ne pas s'en garder. Il risque de faire des interprétations. Il risque d'aller chercher à créer des liens. Si une personne vous dit quand j'étais petit, j'ai vu mon père je sais pas, tuer un faisan sur la route avec sa voiture et aujourd'hui j'ai une phobie des oiseaux. Notre cerveau, il risque de se dire « Ah, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, peut-être que cet événement est un événement traumatique fondateur de cette phobie. » Ou peut-être pas. Donc, dans ma tête, j'entends des interprétations, j'entends des conseils, j'entends des choses, mais ce ne sont que des hypothèses et je les garde pour moi. Et éventuellement, il y a certaines hypothèses qu'on peut parfois présenter. Écoutez, il y a quelque chose qui me vient, je vous le pose comme ça, mais vraiment, si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Et gardez à l'esprit d'ailleurs aussi que ce que vous dit la personne, ce sont souvent des hypothèses également. Elle va vous dire, ben voilà, j'ai ci, j'ai ça, j'y ai beaucoup réfléchi, je pense que ça vient de ci et ça et ci et ça.
Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ou j'ai l'intuition que c'est ça qu'il me faut, ça ne veut pas dire que c'est vrai. On récolte cette information, elle est intéressante, peut-être d'ailleurs qu'elle est juste, mais on verra justement, l'hypnose est un outil qui va nous permettre justement peut-être de faire émerger d'autres choses, des choses qui ont un autre sens, qui ont une autre perspective. Donc on ne va pas forcément se limiter à ces hypothèses qui nous viennent à un niveau conscient, celle du praticien ou celle du patient. Il faut justement prendre tout ça avec beaucoup, beaucoup de parcimonie. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, du conseil, de l'hypothèse, etc., vous pouvez gagner beaucoup de temps en supprimant ça. À la limite, si la personne le fait, vous l'écoutez, vous ne rentrez pas dans son jeu, mais vous entretenez surtout pas ce genre de choses. Dans un même ordre d'idée, si vous évitez les interprétations, vous allez éviter de les provoquer aussi et vous pouvez gagner énormément de temps en n'allant pas fouiller à un niveau conscient et conversationnel des causes éventuelles, etc. Par exemple, si une personne vient me voir en me disant bah voilà, j'ai une phobie des oiseaux et que je lui dis à votre avis pourquoi? À votre avis quoi dans votre enfance peut justifier le fait que vous ayez développé cette phobie des oiseaux? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de le pousser, quand bien même cette personne ne m'aurait pas servi sur un plateau une interprétation toute faite, je suis en train de le pousser à le faire. À votre avis, en utilisant votre esprit conscient et éventuellement tous les clichés, tous les biais qui le composent, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui puisse éventuellement justifier ça? Ben non, là, je suis en train de le pousser la personne dans la direction justement de surintellectualiser. Peut-être qu'elle peut trouver quelque chose d'intuitif et pas idiot, et peut-être même qu'elle va me sortir le truc du genre « Ah, il y a eu cet événement-là, ah bon, d'accord ». Et qu'en effet, il ne faut pas chercher à midi à 14 heures. Mais si ce n'est pas le cas, je n'ai pas à faire ça. Il y a une raison pour laquelle ça s'est installé. Cette raison, il n'est pas du tout certain qu'on la trouve ensemble là, à un niveau conscient. Il n'est pas du tout certain que ça soit nécessaire. L'hypnose nous permet de travailler autrement, justement. Donc, je peux gagner du temps en évitant d'aller, justement, alors là, pour le coup, vraiment jouer au psy, mais au mauvais sens du terme, et à aller farfouiller dans le passé, tisser des liens, etc. Donc, j'évite de demander à la personne pourquoi et d'où ça vient, parce qu'il est très probable que la personne ne le sache pas. Donc, je récolte de l'information, moi, je ne vais pas forcément mener un interrogatoire de police pour lui tirer les verres du nez et lui faire avouer des choses qui sont peut-être même pas la vérité. Également, on peut supprimer tout ce qui est de l'ordre du diagnostic. Alors, plus vous êtes formé au diagnostic et plus vous êtes habilité au diagnostic, plus c'est difficile pour vous de vous retenir d'en faire, puisque c'est ce à quoi vous êtes formé, c'est le geste auquel vous êtes formé. Simplement, je pense que de toute façon, quelle que soit votre habilitation et quelle que soit votre formation, c'est utile au moment de la séance d'hypnose de suspendre voilà, justement l'interprétation qu'on va faire intérieurement de ce qu'on entend et la catégorisation pour rester quand même un peu surpris parce que ce qui se produit et les signes qu'on voit se manifester à un état d'éveil peuvent être assez différents de ceux qu'on va pouvoir observer à l'état d'hypnose. Donc évitons l'étiquetage autant que faire se peut, d'autant que beaucoup de praticiens en hypnose désormais sont formés à la psychopathologie, mais pour reconnaître quand est-ce qu'il ne faut pas qu'ils travaillent. Donc il ne faut surtout pas qu'ils utilisent cette formation qu'ils ont à la psychopathologie pour faire un diagnostic de psychopathologie. Bon, d'une manière générale, de toute façon, c'est bien de suspendre son jugement, mais il y a aussi d'autres grilles de diagnostic, comme par exemple l'énéagramme. Je sais que beaucoup de gens formés à l'énéagramme prétendent que eux, ils ne mettent pas les gens dans des cases et qu'ils n'étiquettent pas et qu'il faut savoir le faire avec élégance et que tous les autres ne savent pas le faire. Mais j'entends ça de la part de chaque personne et je vois quand même un réflexe quand même à dire bah, lui c'est un type ci, un type ça, etc. Pareil pour les métaprogrammes en PNL, il y a plein de choses qui semblent intéressantes en effet pour guider l'intuition à l'intérieur d'un cheminement, mais disons que dans l'entretien qui précède une séance d'hypnose, que vous fassiez ça par ailleurs, que vous fassiez des séances d'énagramme, des séances de PNL, des séances de ce que vous voulez, ça vous regarde. Par contre, dans l'entretien qui précède une séance d'hypnose, je ne vois pas en quoi c'est cohérent par rapport à ce que peut nous apporter l'hypnose, justement. Donc, à mon avis, vous pouvez largement économiser tout ce qui est de l'ordre du diagnostic, et là, vous gagnez aussi beaucoup de temps. Je sais que beaucoup de praticiens en hypnose sont également par ailleurs formés au coaching, voire sont coachs. Mais ce sont des choses vraiment très différentes. Et donc, vous pouvez pratiquer une séance de coaching, vous pouvez pratiquer une séance d'hypnose, vous pouvez éventuellement utiliser l'hypnose pour ancrer des choses de coaching comme ingrédient supplémentaire dans le coaching. Mais disons que, en ce qui concerne la séance d'hypnose à proprement parler, je trouve quand même assez dommage que dans l'entretien préliminaire à l'hypnose, il y ait trop d'éléments qui appartiennent finalement à des entretiens motivationnels, à des méthodes de coaching. Et c'est le cas d'ailleurs traditionnellement de la détermination d'objectifs
objectifs issus de la PNL qui empruntent énormément au coaching et notamment dans le fait de pousser la personne à avoir un objectif très précis. C'est souvent pas nécessaire en fait. L'hypnose ne répond pas du tout à cette logique-là. Vous pouvez avoir quelqu'un qui débarque dans une séance et qui dit bah, écoutez, je viens vous voir, je sens que j'ai besoin de venir vous voir, mais je sais pas trop pourquoi, c'est extrêmement flou pour moi. Ça veut pas dire qu'on va pas du tout y arriver. Au contraire, même, ça peut être une excellente façon de demander de l'aide. Les gens, très souvent, savent ce qu'ils ne veulent plus. Ils savent ce qui les fait souffrir et ce dont ils voudraient être débarrassés, ce dont ils voudraient être soulagés. Et bien, ça nous va très bien. On peut très bien travailler sur la base de ça et on peut très bien faire en sorte qu'ils se laissent surprendre par ce qui va arriver très bien. Vous avez des tas de gens qui ont des objectifs extrêmement précis et qui les atteignent jamais. Vous avez des tas de gens qui ont, ou peut-être même extrêmement précis et datés et bien structurés et qui les atteignent pas. Et vous avez des gens aussi qui atteignent des choses formidables, un peu par sérendipité, on pourrait dire, c'est-à-dire sans vraiment l'avoir cherché. Ils cherchaient autre chose, ils sont tombés là-dessus, un peu par hasard, ou simplement parce qu'ils se sont mis en mouvement, ou parce que justement certains mécanismes inconscients ont pu agir à l'intérieur d'eux. Donc nous, on va utiliser un outil qui est bien plus riche que simplement le fait de je veux quelque chose, je le fais, je l'ai, et qui permet d'agir sur des logiques aussi très inconscientes. Donc, on peut s'économiser aussi, on peut vraiment gagner du temps en économisant des structures issues du coaching plus que de la logique même de l'hypnose. Et vraiment, donc tout ce qui est détermination d'objectifs avec beaucoup trop de points. Regardez, il y a peut-être des points que vous voulez garder, il y a peut-être des questions que vous voulez sauver là-dedans, mais globalement, faites des séances de coaching si vous voulez, mais dans une séance d'hypnose, n'essayez pas forcément de mettre trop de trucs de coaching. La motivation, pareil, la motivation, elle a un impact très limité sur l'hypnose en réalité. La motivation, la volonté, travail sur les valeurs aussi, travail sur des croyances, des tas de choses qu'on trouve dans différentes pratiques n'ont pas vraiment le lien avec ce qui va se passer ensuite dans l'hypnose. C'est-à-dire que vous faites un tas de boulot là-dessus, puis une fois que la personne est dans l'hypnose, il y a des tas de choses, enfin les cartes sont complètement redistribuées, donc finalement, si vous avez passé une demi-heure ou une heure là-dessus, vous avez perdu du temps que vous auriez pu offrir à la personne à l'intérieur de son hypnose pour justement redistribuer les cartes autrement et découvrir des choses vraiment, vraiment plus intéressantes. Et une chose également dont vous n'êtes pas obligé de vous encombrer, mais qui va peut-être pas vous faire gagner du temps, mais en tout cas, ça va vous libérer l'esprit. Si vous avez appris ça en formation, si vous avez appris à faire ça, vous pouvez, je pense, laisser ça de côté, c'est la synchronisation. Alors, par synchronisation, on entend souvent des tas de choses. Il y a notamment la synchronisation posturale. Si une personne a les bras croisés, il faut que je croise les bras. Si elle décroise les jambes, il faut que je décroise les jambes. Bon, ça, on s'en fiche, en fait. Essayez, vous verrez bien, enlevez-le, vous verrez que ça change absolument rien à l'efficacité de vos séances, ni à la création du rapport que vous avez avec la personne. La synchronisation respiratoire aussi. Alors ça, oui, dans une séance d'hypnose encore. Bon, dans des phases de silence, pourquoi pas, vous pouvez vous amuser à adopter la même respiration que l'autre, si bien que ça vous permettra d'y être attentif, puis ça vous hypnotisera un peu, ça vous calmera. Mais sinon, on s'en fiche aussi. Et surtout quand on est en train de parler avec quelqu'un dans une phase d'entretien, il n'y a aucune raison que les respirations soient les mêmes. Il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute, a priori, donc ça, on s'en fiche. La synchronisation lexicale, prendre les mots de l'autre, pareil. Oui, ça peut être marrant de reprendre un peu les mots de l'autre, mais ça peut être agaçant aussi pour l'autre, hein. Donc, globalement, ça vous prend beaucoup d'énergie pour vous dire « Attends, il a dit heureux et pas bonheur, il a dit jovialité, il a dit confiance en soi, donc il faut que je retienne pour pouvoir remettre ces mots dans mon vocabulaire. » À mon avis, c'est pas ça qui va vous faire gagner la confiance de la personne. Et surtout, tous les efforts que vous mettez à essayer de lui plaire et à gagner sa confiance, en fin de compte, vous rendent un peu artificiel et vous font passer à côté du vrai truc. La vérité, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'énormément de confiance, juste celle qui vous a permis à la personne de venir, et c'est tout. Donc, utilisez vos propres mots, utilisez votre vocabulaire, vous êtes une personne, et puis c'est normal, la personne, elle est venue voir quelqu'un d'autre qu'elle, elle n'est pas venue voir le reflet d'elle-même. Donc, tout ça, on s'en fiche un peu. La seule chose que je dirais, c'est que c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui arrive et qui est très dynamique, et que vous êtes tout mollasson, ou inversement, quelqu'un qui arrive et qui dit « Bonjour, je viens pour la séance d'hypnose », faites bien, installez-vous ici. Ça peut casser un peu le truc. Essayez peut-être quand même d'arrondir les angles et de rencontrer la personne sur un terrain, sur une longueur d'onde à peu près similaire. Mais vous prenez pas trop la tête avec ça, soyez vous-même quand même, soyez gentil, bienveillant, et puis ça suffira largement.
Bon, je pourrais continuer une liste interminable de choses qu'on peut supprimer. Quoi ne pas mettre? Eh beh, il y en a plein des choses. Ne pas mettre, peut-être une séance d'acupuncture dans un entretien pré-hypnotique. Ne pas mettre, je sais pas moi, une séance d'EFT, une séance d'EMDR et cetera et cetera. Ça semble évident. Dans une séance d'hypnose, une séance d'hypnose, c'est une séance d'hypnose et l'entretien avant l'hypnose, il doit avoir un sens par rapport à ce vers quoi on va. Ça semble évident, mais je vous jure qu'il y a plein de praticiens qui finalement eux-mêmes semblent avoir peur de l'hypnose et semblent tout faire pour la repousser et faire d'autres choses à la place. Hein. Donc si c'est votre cas, si vous sentez que c'est le cas, c'est pas grave. Peut-être juste réapprenez certaines techniques d'induction assez simples. Peut-être scriptez vos séances pour vous rassurer. Apprenez par cœur des choses. Soyez scolaire. Cherchez pas à être créatif. Vous voyez, l'hypnose c'est très simple, mais c'est extrêmement puissant et c'est quand même dommage de se disperser dans des tas de pratiques qui ne sont pas de l'hypnose et que parfois on va quand même arriver à appeler hypnose conversationnelle ou je ne sais quoi pour essayer de les faire rentrer dans le truc et pour essayer de justifier le mot hypnose sur la belle plaque qu'on s'est fait graver et qu'on a installée devant sa porte. Mais en réalité, il y a ce qui en est et il y a ce qui n'en est pas. Et l'idée, c'est quand même de faire en sorte que dans le peu de temps qu'on va consacrer à cette séance d'hypnose, et la personne est venue pour la séance d'hypnose, eh bien, que l'hypnose prenne une place plus grande et que même ce qui est avant l'hypnose aille dans le sens de la séance d'hypnose. Elle vous propose même carrément un petit exercice, en fait, pour mieux savoir ce que vous pouvez supprimer. C'est un truc que je répète souvent, c'est comment savoir si quelque chose est important? Eh bien, enlevez-le. Si ça bloque, si vous n'arrivez plus à rien, alors quand vous l'avez enlevé, c'est que c'était important. Si vous arrivez quand même à un résultat, mais un peu moins bon, c'est que c'était pas nécessaire, c'était pas fondamental, mais c'était quand même utile. Et puis bien souvent, quand on enlève quelque chose, on se rend compte que bon, ma foi, on s'en est bien passé, hein, ça a absolument rien changé. Et parmi tout ce qu'on a appris, parmi tous les conseils qu'on a reçus, si on commence à faire comme ça, on fait un sacré ménage. Hein. Donc l'approche que je vais vous proposer là, si vous voulez bien, c'est de faire complètement table rase. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais amusez-vous, entraînez-vous, vous verrez que ça vous en apprend beaucoup. Prenez un volontaire ou une volontaire autour de vous. Ça peut être dans le cadre professionnel, mais le mieux, c'est peut-être de vous entraîner quand même avec des personnes, au départ, des personnes volontaires, dans un cadre d'entraînement. Et vous allez proposer la chose suivante. OK, est-ce qu'il y a quelque chose, on va faire une séance d'hypnose si tu es d'accord, OK, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose, mais tu me dis pas quoi, tu me dis pas quoi, hein. Est-ce que tu aimerais que cette séance soit utile à quelque chose? Mais tu me dis pas quoi, hein. Oui? OK, réfléchis-y bien, OK, dis-toi bien, OK, j'aimerais que ça me soit utile à ça, d'accord? OK, et tu vas pas me le dire. Et on va partir là-dessus. Moi, je ne vais pas savoir ce que c'est, tu vas pas me le dire, OK? Très bien. Et là, vous commencez votre séance d'hypnose sans entretien. Vraiment, sauf ça peut être un entretien sur, bon, ben, est-ce que tu as déjà fait de l'hypnose ou des choses comme ça, mais vous ne demandez absolument rien sur la demande de la personne. Et vous commencez une induction, puis du coup, vous avez du temps, du coup, vous faites de belles inductions, des beaux approfondissements, la personne, vous la faites rentrer, sortir, vous pouvez aller vers du sommeil hypnotique, vers de la relaxation, vers du somnambulisme hypnotique, vous pouvez aller vers plein de trucs, vous vous amusez ensemble, vous explorez bien. Vous mettez à un moment donné cette séance à contribution de son objectif, vous lui mettez à sa disposition, mais toujours sans rien. Je ne veux pas qu'il y ait de co-construction dans cet exercice-là. Il n'y a pas de dialogue à l'intérieur de l'hypnose dans cet exercice-là, ou du moins pas concernant la demande. Vous devez rester ignorant de sa demande de A à Z. Et puis vous allez jusqu'à la fin de la séance. Vous faites une séance entière sans rien savoir de ce pourquoi la personne est là et ou de ce à quoi cette séance va être utile. Vous entraînez à ça. Une fois que vous avez fait ça, donc vous remerciez la personne. Quand vous aurez un moment seul, vous prenez une feuille de papier, un crayon ou de quoi écrire et vous allez faire une liste. Vous allez répondre à la question « Qu'est-ce qui m'a manqué ?» Qu'est-ce qui m'a manqué comme info? Qu'est-ce que j'aurais quand même vraiment aimé savoir parce que là, vraiment, j'ai galéré? Et qu'est-ce qu'il aurait vraiment fallu que je sache? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je demande? Et alors, vous aurez sur cette liste tout ce que vous, en tout cas vous, hein, peut-être que ça serait différent pour quelqu'un d'autre, vous avez besoin quand même de demander avant de commencer l'hypnose. Parce que ça vous aide vachement. Mais il y a de grandes chances que, suite à une séance comme ça, vous vous disiez, au fond, la personne a l'air d'avoir vécu un truc génial. Elle est rentrée dans son truc, elle savait, elle, tout ce qu'elle avait à savoir pour faire sa séance.
Moi, j'ai pas fait de projection parce que je savais pas. J'ai pas fait d'interprétation parce que je savais rien. J'ai pas donné de conseils. C'était vachement plus confortable. J'ai pas eu besoin de me dire non, non, reste neutre. J'étais neutre puisque je savais rien. J'ai dit des choses vagues. J'ai accompagné. J'ai accompagné sur la structure, sur différents exercices. Mais en tout cas, je connaissais pas la demande. Donc, si ça se trouve, vous vous direz, mais c'était vachement plus confortable. Mais en tout cas, vous pourrez peut-être identifier certaines choses qui vous ont manqué. Et à ce moment-là, vous avez la réponse à la question qu'est-ce que moi j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que moi j'ai besoin d'avoir dans les entretiens? Et vous pouvez aussi dans votre liste répondre à la question qu'est-ce qu'il m'a manqué de lui dire comme info? Qu'est-ce que j'ai pas pu lui expliquer, que j'aurais aimé lui expliquer quand même? Si j'avais su qu'on avait travaillé là-dessus ou sur ça ou ça, je lui aurais donné tel angle ou tel angle. Donc peut-être ça qui vous a manqué. Peut-être que vous direz, ben, il m'a manqué de lui demander telle info et de lui expliquer telle chose. Ok, ben là vous aurez la réponse à la question, qu'est-ce que je fais juste avant l'hypnose? Donc souvent pas grand-chose, peut-être certaines questions essentielles. Et ensemble, durant ce module sur l'entretien préhypnotique, on va quand même revenir sur un certain nombre de choses qu'on pourra faire avant l'hypnose. Même si, grâce à cet exercice, vous allez voir que vous pouvez faire table rase et vous pourriez faire des séances à l'aveugle. Et c'est même probablement une chose très très intéressante, très éthique et au fond très puissante aussi. On va quand même durant tout ce module voir justement qu'est-ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile et comment on peut faire en sorte d'organiser cette collecte d'informations d'une manière qui économise du temps sur la séance, qui cadre bien les séances et qui nous fasse mettre un maximum de temps au service de l'hypnose.